Les grands entretiens. Bonjour à tous, bonjour Hervé Letellier. Quel plaisir de vous retrouver à la fois ici et ailleurs, un peu finalement comme une illustration de votre prix Goncourt 2020, l'Anomalie. Vous êtes tout près de moi et à quelques kilomètres tout de même. Mais bienvenue chez nous, Hervé Letellier. Bonjour. Et si vous le voulez bien, avant de parler de ce dernier livre, ce serait bien peut-être de faire un petit retour en arrière et commencer, tiens, par exemple, en 1991 avec Sonate de Bar. C'est votre premier livre publié, mais est-ce que, en fait, c'est la première fois que vous vous mettez à écrire des nouvelles, des textes qui vont être publiés, ou bien c'est comme le premier aboutissement de quelque chose? En fait, les sonates de Bach ont été des textes qui étaient publiés régulièrement dans un journal qui était l'hebdomadaire L'événement du jeudi, ou dans les années 1980, puisque le journal est né en 84, et de 1987 à 1988-89, j'avais travaillé dans la rubrique Quelle époque, qui était à cette époque, justement, dirigée par Bernard Chapuis. Et Bernard m'avait confié la rubrique gastronomie, voilà, et j'y faisais donc plusieurs choses. La première année, j'avais commencé par des nouvelles. Ensuite, j'avais fait des recettes de pâtes. Et ensuite, j'avais fait, alors chaque fois c'était des nouvelles, enfin, la première fois c'était des cocktails, ensuite des recettes de pâtes. Et enfin, j'avais fini par faire une chose invraisemblable qui était des recettes de tisane. Voilà. Et donc, pendant presque 5 à 6 ans, j'ai travaillé à l'événement. J'ai écrit tout ce qui est devenu les sonates de Bach, je les ai écrits en 2 ou 3 ans. Et c'est Paul Fournel qui m'a proposé de les réunir dans un seul ouvrage. Donc ce sont des textes qui avaient déjà 4 ou 5 ans et qui ont été réunis pour donner qu'on connaît, qui était dans une première édition chez Segers, puisque Paul Fournel dirigeait les éditions Segers. Une très jolie collection où il y avait Frédéric Tristan, où il y avait Jacques Bins, où il y avait Gilbert Lascaux, et c'était la collection Mots qui était chez Segers. Et puis ensuite, j'y ai publié Le voleur de la nostalgie, et l'année suivante, et c'est comme ça que ça a commencé, par un recueil de nouvelles qui était, de fait, avait été écrite des années plus tôt. Alors j'ai été un petit peu mettre le nez dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé des textes de vous comme Joconde jusqu'à 100, Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, La chapelle Sextine, enfin des livres qui continuent à m'enchanter mais qui ont en commun d'être plutôt des textes courts. En fait, c'est quoi? C'est de l'hésitation à aller vers le roman, c'est de la paresse, c'est le goût du texte court qui a fait que pendant assez longtemps, vous avez choisi plutôt le format court plutôt que le format long. Alors, c'est la paresse, oui, ça c'est vrai. Écrire un roman, ça me prend du temps, sauf étrangement pour le dernier où j'ai été assez rapide, alors que c'est le plus long que j'ai jamais écrit. Mais ça me prend souvent 2, 3 ans pour rentrer dans un format relativement long. Le voleur de la nostalgie que j'avais écrit en 92, donc maintenant il y a presque 30 ans, c'était mon premier roman. Il m'a fallu ensuite naissance de mon fils, voilà, presque 7 à 8 ans pour revenir sur du texte long. Et c'est vrai que de toute façon, j'aime le format court. C'est-à-dire que je trouve que c'est un format dans lequel on est amené à de la densité, dans lequel on est amené à pousser au maximum la langue pour que d'un petit texte à l'autre, il y a une rupture, qu'il y a un enchantement du lecteur et que soi-même, on se renouvelle. Donc c'est assez exigeant le texte court. Et c'est vrai que vous prenez les exemples de la Joconde, j'en ai fait quasiment 3 volumes successifs parce que au fur et à mesure que je rentrais dans cette forme, qui est une forme très ludique, dans laquelle je précipite la Joconde dans des situations qui ne sont pas du tout censées être la sienne, puisqu'elle est censée être accrochée dans un tableau au Louvre, mais en la mettant dans une piscine avec un maître nageur,
assassiné près d'un légiste, ou en train d'apprendre le ski, ou encore en train de jouer dans les tontons flingueurs. On est amené à travailler sur des formes qui sont des formes, comme je le disais, qui sont assez exigeantes. Et j'aimais bien cette dimension de raccourci, de densité que propose la forme courte. Pour les amnésiques, c'est pareil, c'est des petits aphorismes. Et là aussi, c'est quelque chose dans lequel je suis assez à l'aise. J'aimais bien ça. C'est d'ailleurs grâce aux amnésiques que je suis rentré au Monde, où j'ai fait un billet pendant 15 ans. Parce que la forme, qui est la forme extrêmement du côté Nouvelle en trois lignes de Félix Fénéon, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je ne suis pas forcément à l'aise parce que ça prend du temps, mais au bout du compte, j'en suis assez satisfait dès que j'ai réussi à produire un petit texte de 3 lignes. Alors, évidemment, pour un roman de 300 pages, c'est différent, mais le plaisir quotidien du petit texte de 3 lignes, il est fort. Alors, je résiste pas là, puisque j'ai, je compte jusqu'à 100, une version, je crois que c'est la première version qui était publiée au Castor Astral. Alors, le point de vue du penseur, ça commence toujours comme ça. À quoi tu penses, hein, à quoi tu penses? Je pense que tu es comme la Joconde. T'as toujours l'air de regarder le paysage qui se trouve en fait derrière toi. C'est juste comme ça pour donner un petit appétit. Et puis je vais faire la même chose avec les Alors ça, amnésiques. Pardon. c'est amusant, Christine, c'est parce que vous prenez un exemple dans la Joconde qui fait référence à ce livre-là, en fait. C'est-à-dire que le point de vue du penseur, c'est une référence au livre que j'avais écrit antérieurement, qui est Les Amnésiques. Donc en fait, c'est l'exemple typique du mauvais exemple de la Joconde, puisqu'il fait référence au livre antérieur que vous allez lire, qui est À quoi tu penses. Donc là, c'est une situation assez amusante. Mais Mais oui, oui, effectivement, oui. c'est Mais dans le cas franchement, des amnésiques, c'est toujours la ouais, réponse à quoi tu penses. ouais, bah, comme quoi vous avez la suite dans les idées, hein. Oui, oui, Euh, absolument. alors, à quoi tu penses pour les amnésiques n'ont rien d'inoubliable, n'ont rien vécu d'inoubliable, toujours au Castor Astral, un éditeur, un petit éditeur, comme on dit, mais qui tient la route hein, depuis bien longtemps. Alors, j'en ai deux. Allez, à quoi tu penses? Je pense que tout à l'heure, j'ai vu, écrit dans la crasse d'une voiture très sale, existe également en blanc. Et puis juste lui d'en dessous. À quoi tu penses? Je pense que je suis incapable de résister à une femme à qui je plais et je m'en moque d'être un type facile. J'espère que vous Oui, pensez ça, toujours la mais même chose. pardon? J'espère que vous pensez toujours la Excusez-moi. même chose. Oui, oui, oui. On pense toujours la même chose, à la fois sur les voitures et sur le fait d'être un homme facile. Non, ce qui m'intéressait dans la Joconde, comme dans les amnésiques, c'était d'explorer des choses très différentes les unes des autres. Et par exemple, dans les amnésiques, on a vécu l'inoubliable, il y a 5 ou 6 fils qui sont tirés. Un fil qui est un fil autour du rapport homme-femme, un fil du rapport femme-homme d'ailleurs, parce que ce n'est pas nécessairement une pensée d'homme, un fil autour du vieillissement, un fil autour de la langue, un fil autour de la mort, et un fil autour de ce qu'on peut appeler les pensées plates qui nous traversent, et qui sont parfois assez riches. Il y en a une que j'ai tout le temps en tête, donc c'est à quoi tu penses? Je pense que quand on est sur l'autoroute, on aperçoit de très jolis châteaux où on aimerait bien habiter, et puis on se souvient qu'ils sont près de l'autoroute. Voilà, pour moi, c'est typiquement le genre de pensée qu'on a tout le temps, que tout le monde a, qui sont vraiment des pensées très plates, et qui en même temps, une fois qu'elles sont exprimées, prennent une dimension de rapport au quotidien assez riche, en fait. Cette idée que, justement, on est toujours en une sorte de réflexion de l'escalier sur des choses banales comme les belles maisons qu'on voit près de l'autoroute. Mais alors, ce qui est fabuleux avec des livres comme ça, c'est qu'ils ne sont jamais terminés. Vous pouvez les continuer d'année en année, de faire des éditions nouvelles. La 92e édition de la Joconde ou des Amnésiques, c'est un peu l'idée. Oui, alors, c'est vrai que pour les amnésiques, c'est 1000 pensées, donc c'est exactement 1000. Et que même quand je les ai réédités en modifiant des choses, parce que je trouvais que quand j'avais dû traduire sur la traduction des amnésiques, j'en avais trouvé de nouvelles parce qu'il y avait des pensées intraduisibles dans d'autres langues. Donc j'avais été amené à remplacer des pensées
totalement, qui n'avaient aucun sens en telle ou telle langue par d'autres. Par exemple, pour la traduction en grec, je pense que non, Athos, Porthos et Aramis ne sont pas des îles grecques. Ça ne faisait pas du tout rire les Grecs. Donc, il a fallu dans ce cas précis que j'en trouve une autre. Et puis parfois, quand j'ai dû presque en trouver 200 nouvelles, certaines me paraissaient presque meilleures. Donc, lors de la réédition, j'ai fait des modifications. Donc, il y a des logiques qui sont des logiques parfois liées à des livres. Donc, Mille pensées, parce que c'était une référence à Pérec, et puis Queneau, pour les Jocondes, c'était les exercices de style. Donc, je les ai produits par système de 100. D'abord 100, puis encore 100, et puis vers la fin, j'en ai fait 223 parce que c'était un nombre qui m'intéressait. C'est Nénette au 421, donc c'est le nombre le plus bas qu'on puisse faire au 421. Donc j'en ai fait 223 pour rassembler les deux livres ensemble. Donc il y a toujours des logiques de nombres dans lesquelles on s'installe qui permettent de se limiter quand même, parce que sinon c'est effectivement sans fin. Et c'est vrai que les amnésiques, de temps en temps, j'en rajoute une, et les Jocondes, c'est pareil. Pour le théâtre, j'ai dû rajouter, par exemple, le point de vue de Donald Trump au moment où ça a été monté au théâtre il y a 2 ans, parce que c'était logique d'ajouter Donald Trump, mais j'essaie de me limiter, parce que sinon, c'est absolument, c'est effectivement sans fin, quoi. Littéralement. On peut en permanence écrire de nouvelles Jocondes, et c'est très bien comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être le but, d'ailleurs, de toujours renouveler la forme. Hein. Et à ce propos, puisqu'on parle de chiffres, vous avez un passé de mathématicien, vous êtes un scientifique d'origine. Est-ce que c'est bien sérieux pour un scientifique de passer à la littérature et aux romans et aux aphorismes et aux nouvelles? Est-ce qu'en fait on passe de l'un à l'autre? Est-ce que vous avez renié un passé pour aller vers un avenir littéraire? Est-ce que Non, toutes mes raisons sont mauvaises ou bonnes? il n'y a pas, enfin, je veux dire, quand on est scientifique, on l'est pour la vie, c'est-à-dire on ne peut pas renier, non pas forcément un passé, parce que j'ai un vrai passé de mathématicien dans le sens où je ne suis plus mathématicien et que je ne sais plus faire des mathématiques comme j'ai su en faire quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. C'est quelque chose que j'ai totalement laissé tomber, donc je suis d'un bon niveau terminal, je pense, en mathématiques. Et pour les sciences, j'ai tout le temps continué à m'y intéresser. Donc c'est toujours un sujet d'intérêt pour moi, mais c'est pas, ça n'a jamais été, à mon avis, contradictoire avec l'intérêt pour la littérature. C'est juste que je suis un écrivain qui s'intéresse aux sciences, et j'aimerais d'ailleurs, lorsque je discute avec d'autres écrivains, les intéresser eux-mêmes aux sciences. Et parfois, on y arrive très bien. Et puis, il y a de bons écrivains qui sont très, très bons mathématiciens, comme par exemple Jacques Roubaud, qui est membre de l'UNIPO, qui est un mathématicien émérite, et d'autres. Queneau lui-même était un bon mathématicien, il était membre de la Société mathématique de France. Donc il n'y a pas en soi de contradiction pour moi. Le fait d'être scientifique, d'être matérialiste, d'essayer d'avoir toujours un esprit logique, ça me constitue. Donc je ne vois évidemment pas de contradiction du tout. Peut-être que ça oriente certains de mes livres, et encore, je ne suis pas tout à fait certain. J'ai l'impression que c'est tellement moi que ça ne fait pas vraiment de moi un auteur différent d'un autre. Je ne vois pas ce que j'écrirais différemment. Enfin, je pense qu'il y a des choses que j'écrirais peut-être différemment si je n'étais pas mathématicien, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Vous savez que depuis qu'on discute, on n'a pas encore parlé de l'Oulipo. Vous l'avez cité un instant, mais être membre de l'ouvroir de littérature potentielle, ça date de quand? Est-ce que c'est au moment où vous rencontrez Paul Fournel et vous publiez ces sonates de Bach? Comment les choses arrivent? Parce que on rentre pas dans cette maison-là ni par hasard ni, ni sans C'est oui, c'est panache. par Paul. Oui, c'est par Paul. C'est-à-dire que lorsque je rencontre Paul, on est en 90, et donc je publie les sonates de Bach peu de temps après. Je suis invité en 91 comme invité d'honneur à l'Oulipo, et je suis coopté dans l'ouvroir en 92, donc très peu de temps après. Donc pour moi, l'écriture se passe quasiment intégralement sous le signe de l'Oulipo, d'autant plus que si je regarde, les sonates de Bach obéissent à une contrainte qui est celle de 2000 signes. Donc déjà, c'est peut-être ça qui intéressait Paul chez moi, c'est-à-dire le fait que je m'appliquais des contraintes qui n'étaient pas des contraintes très complexes, mais qui étaient des contraintes d'écriture quand même visibles. La longueur, tout le temps la même, la présence d'une nouvelle, la présence d'une recette de cocktail.
Ce qui fait qu'on n'écrit pas les mêmes livres lorsqu'on a ce genre d'obligations et de consignes dès le départ. Donc je pense que Paul, ça l'a un peu intrigué, qui s'est dit que peut-être je ferais un membre de l'ouvroir intéressant. Puis c'est vrai que je dirigeais à l'époque des journaux de sciences. Donc c'était aussi une des dimensions qui était pas négligeable à l'ouvroir en termes d'enrichissement de personnalité. Calvino était disparu, Pérec lui aussi était mort, Queneau n'en parlons pas, donc il y avait un besoin de renouvellement et le côté mathématique, scientifique que je représentais peut-être participer à ma cooptation. Mais absolument tout ce que j'ai écrit, quand j'y réfléchis avec le recul, a été sous le signe de l'oulipisme, de manière générale. Pas de l'oulipo, mais de l'oulipisme, c'est-à-dire de formes contraintes. Déjà, lorsqu'on rentre à l'Oulipo, la plupart des Oulipiens se disent « Ah, mais j'ai tout le temps été Oulipien », en voyant comment ils ont eux-mêmes constitué leur terrain de jeu avec la littérature. Et pour ma part, j'ai toujours aimé les formes qui étaient des formes contraintes, comme des choses aussi banales que l'alexandrin, que la rime, que la rythmique, que les limeriques, que les haïkus, enfin, des formes donc de poésie à forme, et puis aussi les contraintes sur le sens, dans lesquelles on travaille sur un damier, où on s'impose des apparitions de sentiments, de personnages, de couleurs dans des chapitres, à partir de contraintes qu'on s'impose. Et j'ai tout le temps aimé faire ça, et j'ai toujours trouvé dans les livres que j'appréciais cette dimension-là. Un de mes livres fictifs, par exemple, c'était Si par une nuit d'hiver un voyageur de Calvino, ou les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, ou les exercices de style. Donc j'ai toujours aimé ça, et je pense que lorsque les Oulipiens deviennent véritablement membres de l'ouvroir, ils se rendent compte que l'intégralité de leur personnalité est constituée autour de ce que j'appelle l'oulipisme. Et c'est le cas, par exemple, pour Clémentine Mélois, qui est rentrée récemment à l'Oulipo. Elle s'est tout de suite rendue compte qu'elle avait tout le temps été oulipienne. Et c'est quelque chose d'assez spontané chez les membres. Mais vous êtes monté en grade, si je puis dire, puisque maintenant vous êtes président, c'est ça, de Oui, je suis l'Oulipo. président. Mais qu'est-ce que vous Alors, avez fait pour l'obtenir? est-ce que c'est monté en grade? Je ne sais pas. À l'Oulipo, il n'y a pas tellement de respect des hiérarchies. La manière dont je suis traité de manière extrêmement insupportable lors des réunions prouve que le président n'est pas respecté. Je tiens à le dire. Donc, non, mais c'est à la fois un poste qui est un poste qui vaut à l'Oulipo finalement d'être, grâce au Goncourt, très visible cette année, parce que de fait, on n'a peut-être jamais autant parlé de l'Oulipo depuis l'anomalie. Donc, c'est finalement un beau hasard que je sois président du groupe. Néanmoins, ce n'est pas un statut honorifique, c'est un statut de représentation dans une organisation qui est celle association, statut loi 1901. Mais bon, c'est vrai que le choix du président n'est pas tout à fait anodin. On fait des choix qui sont des choix de bonhomie. Voilà, je suis un dictateur débonnaire, qui est le bon choix. J'aime bien cette expression dictateur débonnaire. Mais puisque vous êtes, vous avez d'abord été en fait invité en 91 à l'Oulipo ou 90. Comment ça se passait quand vous étiez invité? C'était impressionnant. Vous étiez déjà dans la maison. On vous faisait des niches particulières quand vous étiez encore un minot. Alors, on est invité une fois, c'est-à-dire que les invités d'honneur sont invités une fois. Ensuite, l'ouvrage décide si l'invité d'honneur, parfois on est invité sans qu'il y ait le projet de vous faire rentrer à l'Oulipo. Hein. Donc, moi, quand j'y suis allé la première fois, j'étais à la fois étonné et impressionné. D'abord, très sincèrement, et c'est pas mon honneur, je ne savais pas que l'Oulipo existait encore. Donc, je suis arrivé, je savais par Paul qu'il existait encore, mais je ne connaissais pas du tout le fonctionnement. Donc, en fait, j'ai appris à marcher en marchant et le mouvement en marchant, et j'ai découvert l'Oulipo en étant membre, beaucoup plus que je ne l'ai découvert avant. Et à la limite, ma culture oulipienne date d'après mon entrée à l'Oulipo. J'avais lu évidemment beaucoup de livres de Pérec, beaucoup de livres de Queneau, mais j'étais pas un... Enfin, il y a toute une série de choses qu'on découvre en arrivant dans le groupe. Donc j'ai eu une première réunion
qui était cette réunion où j'étais invité d'honneur. Puis ensuite, c'est passé un an. Paul m'a appelé pour me dire est-ce que tu voudrais rentrer? J'ai dit oui, et j'ai appris alors que j'avais déjà été élu à l'Oulipo. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand vous recevez un appel pour vous proposer de rentrer à l'Oulipo, c'est que ça a déjà été voté. Ce qui, évidemment, vous n'allez pas répondre oui, et puis la personne qui vous a téléphoné revient vers vous en vous disant finalement, ils ne veulent pas de toi, ça ne se ferait pas, donc ça serait désagréable. Donc en fait, au moment où vous êtes, disons, appelé téléphoniquement, ou par lettre ou par courrier, c'est que déjà on a voté votre intégration. J'ai déjà moi-même eu des rendez-vous avec des individus comme on peut les citer puisqu'ils elles ont refusé. J'avais proposé à Valérie Mregen de rentrer à l'Oulipo, donc j'avais eu un rendez-vous avec elle pour qu'elle rentre à l'Oulipo. Ça avait déjà été voté, donc je suis allé voir Valérie en sachant que si elle me répondait oui, j'allais l'appeler le soir même pour lui dire tu as été élu à l'Oulipo. Ça ne l'intéressait pas d'entrer dans un groupe, donc elle n'est pas rentrée, mais elle avait déjà été élue à l'Oulipo. Donc souvent, les rencontres qu'on fait, qui sont des rencontres formelles, où on va voir quelqu'un en lui demandant si on veut rentrer à l'Oulipo, c'est que ça a déjà été voté. Même tout le temps, d'ailleurs. Quelqu'un qu'on va voir en lui disant « Est-ce que ça t'intéresserait? Réfléchis. » C'est que l'accord de groupe est déjà là. Puisque sinon, ça serait blessant. Enfin, parfois, les gens s'en moquent, mais ça pourrait être blessant d'être refusé dans un groupe. Il se trouve que Valérie ne souhaitait pas rentrer dans un groupe. Peu de temps après, elle a fait un petit film qui s'appelait « Je hais les groupes ». Donc ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Elle a tort parce que c'était quand même un groupe intéressant. Je pense qu'elle aurait été un formidable olympienne. Tant pis. On va venir à l'anomalie. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que en fait, d'abord, c'est un gros roman par rapport à d'autres livres que j'ai pu présenter. Cela dit, Toutes les familles heureuses, votre livre précédent était aussi un roman, enfin un récit plutôt. Mais quand on lit l'anomalie, nous qui ne sommes pas oulipiens, on peut le lire sans penser que vous avez construit quelque chose avec des contraintes un peu plus mystérieuses. Vous avez pensé à ça quand vous avez écrit ce livre, qu'il s'adressait en fait à tous les publics, les oulipiens, les oulipistes et les autres. Oui, oui, j'ai conçu un livre qui était un livre qui pouvait se lire absolument de manière linéaire d'abord, sans qu'on voit la structure, qui était un livre construit sur des codes, mais qui était sur des codes presque de ce qu'on peut appeler les livres dont on tourne les pages sans pouvoir s'arrêter, ce que les Américains appellent les page turners. Donc j'avais envie de jouer avec les codes du page turner et de faire un livre qu'on peut appeler populaire. C'était vraiment mon projet, et simultanément, je ne voulais pas faire un livre qui, littérairement parlant, que je ne puisse pas revendiquer littérairement parlant. Donc je voulais faire un livre qui me plaise à tout point de vue. Mais je ne voulais pas non plus que ce livre, à un quelconque instant, arrête mon lecteur. Donc je voulais un livre qui, en permanence, même s'il faisait appel à des structures, que ces structures soient gommées, soient effacées, soient un peu comme quand on fait un patchwork et qu'on fait disparaître les fils du patchwork. Le but, c'est que l'effet général du tissu soit un effet miroitant. C'est pas qu'on voit la structure de construction. Donc j'ai fait un livre grand public, oui. J'ai fait un livre populaire volontairement, avec le désir de m'amuser. Et puis simultanément, je voulais jouer avec des codes qui étaient des codes que je pensais à peu près maîtriser, qui étaient celui de la littérature de genre comme le polar, de la littérature blanche, de la littérature, disons, à la Tom Wolfe, de toute une série de ce qu'on peut appeler de topos en littérature, dans lesquels j'étais à l'aise et dans lesquels je pouvais créer mes chapitres et mes personnages. À chaque fois que je créais un chapitre, dans la première partie, je l'associais à un personnage, et chacun de mes personnages était associé à un genre. Pas forcément d'ailleurs à un genre qui était très typé au niveau écriture, parce que sinon j'aurais eu des effets de rupture que je ne souhaitais pas avoir. Donc j'avais des sortes de garde-fous qui m'évitaient de rentrer trop dans des archétypes d'écriture trop précis. Donc par exemple, la littérature noire s'identifie, mais elle n'est pas si noire qu'un livre de James Ellroy, par exemple. On n'est pas dans cette dimension-là, elle est plutôt chez Manchette. De même, lorsque je suis dans un roman de science-fiction, je ne suis pas chez Kadik. Je suis dans quelque chose qui est intermédiaire. Et donc, je ne souhaite pas aller au bout des choses. Par contre, dans les thématiques, oui. Les thématiques vont au bout de chacun des projets. Et donc, j'ai un livre plutôt unifié, qui est un livre
dont j'étais très content lorsque je l'ai remis à mon éditeur, et qui correspondait au projet initial, même si je l'avais réduit, parce que c'était plus long que ça. Il était un peu plus long, j'ai dû retirer, disons, une cinquantaine de pages, centaine de pages. Et même si j'avais un peu plus de personnages, et j'en ai supprimé volontairement aussi, parce que je trouvais que c'était des redites par rapport à des situations précédentes. Pas par rapport aux personnages, les personnages auraient été très différents, mais c'était des redites par rapport à la situation. Puisque chacun des personnages, chacun des chapitres est construit sur un projet de situation ensuite. C'est-à-dire la collaboration, puisque l'idée du double qui m'animait depuis le départ m'amenait à créer des situations où mes doubles étaient confrontés soit justement à la détestation, à la collaboration, à l'indifférence, et donc ces différentes thématiques, à la disparition, par la maladie ou par le suicide. Et donc, ces différentes thématiques étaient déjà présentes dès le départ en termes de situation. Et j'ai supprimé des personnages parce que je trouvais que j'allais revenir sur une situation déjà préexistante. Même s'il y avait des choses drôles, hein. Par exemple, les deux dames atteintes d'Alzheimer qui se retrouvent à discuter de leur passé, d'un passé très, très lointain, alors qu'elles ont entièrement perdu leur mémoire immédiate. Et c'est un peu compliqué de rentrer dans cet univers-là parce que, d'abord, la maladie d'Alzheimer, c'est à la fois une comédie et un drame. C'est-à-dire que moi, ma mère a eu Alzheimer, il y avait des dimensions de comédie en discussion avec elle parce que les phrases se répétaient indéfiniment et je pouvais rester pendant 1 heure avec elle en boucle sur une vingtaine de phrases qui revenaient. Mais donc cette dimension presque de tragique comédie, je ne voulais pas trop la traiter dans un livre. Et donc j'ai éliminé la vieille dame, si j'ose dire. De même que j'ai éliminé l'adolescent rebelle, de même que j'ai éliminé l'homme ou la femme transgenre qui en 3 mois change, parce que je ne savais pas comment le traiter d'une manière assez approfondie pour vraiment rentrer dans le sujet. Et de même que j'ai abandonné l'animal, qui était un chien qui était en soute, et qui se retrouvait face à lui-même. Donc j'ai éliminé des situations comme ça qui me paraissaient redondantes par rapport au projet, mais auxquelles j'avais quand même réfléchi et sur lesquelles je me promettais de faire des développements. Puis finalement, en cours de route, je me suis dit non, ça va déjà, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Voilà. Et on n'a pas du tout donné un résumé, ne serait-ce qu'un tout petit résumé de l'anomalie. C'est tout de même l'idée du double qui est l'idée de départ de ces 2 moments comme ça, entre le mois de mars et le mois de juin, le même avion. Comment vous... Enfin, allez, c'est plutôt à vous que je vais demander en une phrase de me donner non pas un résumé, mais un point de départ. Est-ce que le double est le point de départ et quel est le point de départ? Le double. Le double est le point de départ, c'est comment est-ce que je réagirais moi-même face à mon double et comment des gens que je connais réagiraient face à leur double. J'avais un certain nombre de personnes en tête et en me disant, mais ils réagiraient pas du tout comme moi, ils s'affronteraient, ils collaboreraient. Et finalement, je ne savais pas tellement bien comment moi je réagirais. Donc j'ai créé des personnages finalement pour me trouver des réponses à moi. Et je pense que je suis tous ces personnages à la fois. Je suis le personnage qui découvre, qui peut collaborer avec lui-même, qui peut se détester, qui peut même, comment dire, découvrir qui il est grâce à l'existence du double, parce que face à soi, on ne peut pas vraiment mentir. Donc, tous ces éléments-là m'intéressaient. Par exemple, le personnage de Lucie, qui est un personnage qui s'est beaucoup élaboré au fur et à mesure que j'ai avancé dans le livre, est un personnage qui, en se regardant elle-même, a du mal à s'accepter. Idem pour le personnage d'André, qui est son compagnon et qui, lui, pour d'autres raisons, a du mal à se regarder, à accepter que le personnage qu'il voit, qui a vieilli, est lui. Donc on est toujours comme ça face à nous-mêmes, c'est-à-dire on est dans une sorte d'apprivoisement permanent. Et lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui est soi, on n'est plus dans l'apprivoisement, on est dans l'examen minutieux, dans une sorte de... On se scrute et ce n'est pas notre comportement naturel, on est plutôt indulgent avec nous-mêmes. Il me semblait que face au double, on était d'une férocité absolue.
Et j'avais envie de ce regard que différents personnages avaient sur eux-mêmes et de regarder comment leur vie pouvait être bousculée et surtout déterminée par cette situation nouvelle. Vous voyez, ça ne se résume pas vraiment en une phrase, hein. C'est un peu plus long que ça. Et puis après, une fois que j'ai trouvé l'idée du double, l'évidence était l'avion, parce que c'est le moment où tout le monde se retrouve, alors qu'on a tous des vies différentes et dans un avion. Je voulais quelque chose qui soit hors du sol, parce que je ne voulais pas dédoubler un bus ou un tramway, et je voulais beaucoup de nationalités différentes. J'ai pris le Paris-New York parce que c'est un vol emblématique de mon adolescence, alors qu'objectivement, aujourd'hui, les vrais vols, c'est plutôt des vols Los Angeles-Sichuan. Ça fait rien, j'ai gardé ce vol quand même qui me paraissait intéressant, puis je voulais quand même des Français dans l'avion, il ne faut pas exagérer. Et enfin, je ne voulais pas un conte de fées. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'idée du double et de l'avion qui se dédoublait, il fallait que je trouve une raison pour laquelle cet avion se dédouble. Je suis parti à la recherche d'une hypothèse que je connaissais, qui était celle de l'hypothèse de Bostrom, et donc l'hypothèse de la simulation généralisée, qui est une hypothèse très riche, en fait, à la fois en termes de ce qu'elle amène philosophiquement, et aussi de ce qu'elle amène en réflexion sur le réel, quoi, sur qu'est-ce que c'est qu'une table, quand je tape sur la table, est-ce qu'elle existe vraiment, etc. Enfin, des choses qui sont de l'ordre de l'essentiel, quoi. Et qui apparemment est une hypothèse qui rencontre de plus en plus d'éléments probateurs, ce qui est un peu embêtant. Voilà, mais bon, c'est la vie, hein. Alors, vous avez finalement réduit vos personnages à 11 personnages. Vous dites que vous êtes un peu chacun d'entre eux, mais est-ce que vous en avez un préféré? Moi, j'en ai un préféré, je vous le dirai après. Mais vous, vous les aimez tous comme, je sais pas, comme vos enfants, vos amis, ou pas forcément des amis d'ailleurs. Est-ce que ce sont simplement En fait, des personnages? mon préféré, moi, c'est bizarre, mais c'est Blake. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le personnage de Blake, d'abord parce que bon, je l'ai conçu comme un axe dans le roman, il n'interagit avec personne, il est au début, il est au milieu, il est à la fin, et sa seule préoccupation, c'est sa vie personnelle dans laquelle il ne veut pas d'interférence, et ses comptes en banque. Donc je trouvais ça extrêmement drôle comme personnage. Et sinon, j'ai évidemment une intimité assez forte avec le personnage d'André, qui m'est générationnellement assez proche, évidemment, et aussi professionnellement avec celui de Misol. Mais au fond, si je réfléchis intimement, c'est des personnages comme Johanna qui me touchent le plus, c'est des personnages comme Lucie aussi qui m'intéressent énormément, et celui de Slim Boy qui m'est totalement étranger quand on y réfléchit du strict point de vue de qui il est, c'est-à-dire il est nigérian, musicien, jeune et homosexuel. Pour le construire, donc, ça m'a été extrêmement simple parce que j'avais un modèle, et simultanément, pour réfléchir à son comportement et à sa psychologie, bah, c'est la psychologie de tout un chacun, c'est-à-dire que il suffit de se mettre dans sa peau pour comprendre comment il réagit, et il m'est finalement assez proche. J'ai assez vite compris comment il pouvait réagir. J'avais donc mon modèle quand même à qui j'ai posé différentes questions pour savoir des choses à la fois sur le Nigeria, enfin, à la fois des choses sur comment est-ce qu'un homosexuel africain pouvait se vivre dans son propre pays. Mais le fait d'avoir des personnages aussi divers fait qu'il se passe un phénomène qui pour moi était rêvé, c'est-à-dire que c'était mes personnages qui me demandaient à un moment donné, ça peut paraître un peu, comment dire, une coquetterie de dire ça, mais ça l'est pas. Les personnages me demandaient d'avancer leur histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi vite finalement, c'est que les personnages eux-mêmes étaient assez forts pour m'entraîner à continuer leur histoire eux-mêmes. C'est-à-dire, il fallait que je revienne pour continuer l'histoire de Lucie, pour continuer l'histoire de la petite Betty, enfin, c'est la grenouille, de la petite Sylvia, de Slim Boy, etc. À chaque fois, je devais revenir sur ces personnages pour continuer leur histoire. Et ça, c'était très excitant et très mobilisant. Ça m'a permis d'écrire le livre finalement en un an, ce qui m'arrivera une fois de plus.
Mais il y a aussi le fait, pour le lecteur comme pour vous, de changer d'écriture et de forme littéraire en fonction des personnages. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup Blake, mais j'aime beaucoup Blake parce qu'il y a un côté, effectivement, vous disiez Manchette ou Mickey Spillane, il y a un côté polar hyper rapide, avec très Oui, découpé. Et puis ouais. après, on aura Victor Measle, dont on va reparler, parce que quand même, c'est l'écrivain. Moi, je pensais que c'était lui, votre meilleur ami, mais je me trompe. Mais ce changement d'écriture, c'est ça aussi qui doit être très, très excitant pour un écrivain. Oui, bien sûr. Commencer par Blake, c'est-à-dire, bon, d'abord commencer un livre de la collection blanche par un roman noir pendant une dizaine de pages, c'est extrêmement amusant. C'est-à-dire, on entraîne les gens sur une fausse piste, et puis au bout de 10 pages, ils arrivent sur Victor Measle, dans lesquelles l'écriture est beaucoup plus lente, beaucoup plus mesurée, beaucoup plus. Enfin, il y a une littérarité, comme on dit, qui est tout à fait différente de celle du noir. Et puis ensuite, on arrive au roman intimiste de André, de Lucie plus exactement. Puis dans le roman de Chiclite ou le roman d'action. Enfin, à chaque fois, on travaille sur des genres. Donc, évidemment, il y a ce jeu-là qui est extrêmement excitant, qui est de se dire, ah, je vais revenir à Blake et donc je vais revenir à mon écriture précédente. Et ça se fait, au bout d'un moment, ça se fait un peu inconsciemment. Sur la première partie, donc sur la partie qui est aussi noire que le ciel, donc qui est avant le confinement, si j'ose dire, dans le hangar, et le fait que tous mes personnages sont rassemblés, j'ai toute cette dizaine de chapitres de présentation de mes personnages. Et j'ai trouvé ça formidable à faire parce que je passais effectivement d'un sujet à un autre, d'un personnage à un autre, avec cette préoccupation d'à chaque fois avoir une chute en fin de chapitre qui permette au lecteur de se dire ah, qu'est-ce qui va se passer, et simultanément d'avoir un début de chapitre suivant qui soit un incipit aussi fort que celui d'un roman. Donc réfléchir à des débuts de chapitres qui sont aussi des débuts de romans. Ça, c'est extrêmement excitant à faire, ça c'est sûr. Et pour moi, l'exemple typique et insurpassable, c'était le livre de Calvino, Si par une nuit vers un voyageur, dans lequel il y a des débuts de romans. À la différence que dans les débuts de romans de Calvino, il y a un côté déceptif, parce que Calvino fait le choix d'abandonner son lecteur avec son roman, de dire ah ben je ne reviendrai plus à ce roman, c'est dommage, et de créer une souffrance chez le lecteur, de créer un manque. Et moi, je ne voulais pas créer ce manque. Je voulais que le lecteur, au contraire, je le prenne au début et je le lâche à la fin. Et c'était donc un projet très différent de celui de Calvino, qui crée lui un roman très, ce qu'on peut appeler méta, c'est-à-dire un roman où il est question du roman. Moi, je voulais qu'on parle du roman, mais je voulais absolument pas que le lecteur sorte de l'idée qu'il était, enfin, qu'il sorte pas du roman. Je voulais pas lui passer mon temps à lui rappeler qu'il est dans un roman. Et donc j'évite de le faire. Même si parfois je suis tenté de le faire, parce que c'est toujours, les Olympiens adorent rappeler au lecteur qu'il est dans un roman. Et là, je voulais pas à quelconque instant dire oh, 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 attention, tu es en train de lire un roman. Donc je le fais uniquement à la fin, avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est la fin. Donc il est logique qu'à la fin du roman, on fasse au revoir à tout le monde et qu'on crée une sorte de frustration tout à fait naturelle chez le lecteur. Mais avant, je voulais pas. Je voulais créer un phénomène de linéarité de la lecture absolue, sans que jamais on en sorte, même s'il y avait trois parties. Les trois parties étant bien identifiées, je voulais pas ça. Donc ça voulait dire, bah, effectivement, respecter à la fois les genres, les associer à des personnages, ou l'inverse d'ailleurs, et puis ensuite créer les conditions d'une tresse qui permettent à ce qu'on passe d'un personnage à un autre en permanence et qu'on aille comme ça jusqu'au bout. Des personnages s'ajoutent d'ailleurs, ils disparaissent et reviennent, et puis on ne sait pas ce que devient un tel, et puis c'est pas grave. Un peu comme ça dans la vie, parfois on a un ami qui commence à devenir un ami, puis on ne le voit plus. Et là, il y a une personnage qui est Tina Wang Brewster, et qui est une des mathématiciennes du début du roman, et qu'on ne revoit plus après. Je sais très bien qu'on ne la revoit plus après, mais j'ai bien vu qu'elle disparaissait. Je me suis dit, je ne vais quand même pas la faire revenir, c'est un peu inutile. Et elle disparaît. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tant pis, au revoir Tina.
Mais par moments, je me dis que ce que vous écrivez est construit d'un bout à l'autre comme un orfèvre, et puis finalement, vous laissez aller la fantaisie, mais vous saviez exactement comment vous alliez terminer ce livre. On ne va pas Oui. le dire, on ne va pas montrer la dernière page, mais tout était pensé avant même de commencer Oui. à écrire, peut-être. Alors oui et non, c'est-à-dire que j'avais la très grande trame du livre, je l'avais. Les personnages, je les ai élaborés au fur et à mesure. Avant même de commencer à écrire, j'avais tous mes personnages. J'avais une sorte de différents sexes, différentes couleurs de peau, différents âges, différents pays, tout ça dans une sorte de comment dire, de précision, comme des pièces d'échecs, hein. Il y avait la tour, il y avait la dame, il y avait le roi, les pions, ça, tout était assez précis. Et ensuite, je me suis mis à écrire. Et je savais très bien ce que j'allais raconter, sauf la chose que j'ai trouvée quasiment au bout d'un mois et demi d'écriture, qui était l'histoire de la simulation, dont j'avais vraiment besoin. Parce que je ne me voyais pas rester dans l'idée du conte de fées. Mais je savais que j'allais trouver quelque chose comment dire, de matérialiste pour expliquer la chose, pour éviter le côté justement conte moral. Je ne voulais pas un conte moral. Je voulais quelque chose qui puisse être un peu vertigineux et qui puisse poser la question de la réalité du monde. Mais je ne savais pas très bien comment l'aborder et j'avais quand même cette idée m'est venue en décembre 2019, au moment où j'étais en train de... Décembre 2019 Non, décembre 2018. Voilà, au moment où j'ai commencé vraiment à l'écrire. On n'a pas beaucoup parlé de Victor Misel, qui est donc l'écrivain dans le roman, mais c'est l'écrivain dans le roman et c'est le roman dans le roman. Là, Oui, c'est une jouissance, j'imagine, pour un oulipien, pour un écrivain. oui, alors, c'est pas la première fois que je fais ça. Quelqu'un m'a rappelé à quel point la structure de l'anomalie ressemble beaucoup à la structure d'un livre antérieur que j'ai écrit il y a 10 ans qui s'appelle Assez parler d'amour, dans lequel il y a aussi beaucoup de personnages, dans lequel il y a un roman dans le roman, dans lequel il y a un personnage d'écrivain. Bref, il y en a, ce sont deux dans lesquels il y a un dédoublement des personnages, mais pas de cette nature-là. Donc en fait, j'ai d'une certaine manière écrit un roman d'aventure à partir d'un roman intimiste que j'avais écrit il y a 10 ans. Donc c'est assez. La remarque qu'on m'a faite m'a stupéfait parce que je ne m'étais pas rendu compte du tout de ça. Mais effectivement, il y a un roman dans le roman qui est le fait que Victor Misol écrit un roman qui s'appelle L'Anomalie, euh, qui est un roman totalement différent, évidemment, de ce qu'on peut attendre de Victor Misol dans sa première période. Donc, il écrit un roman désespéré qui l'emmène à se jeter par la fenêtre. On ne sait pas si c'est la conséquence du roman ou si c'est inhérent à son état qui fait qu'il écrit un tel roman, mais en tout cas, il commet un acte irréparable qui fait que ce personnage est un personnage qui peut devenir central parce qu'il n'est jamais dédoublé. Puisque par définition, il existe dans un premier temps, puis il meurt, puis il ressuscite. Donc il n'y a qu'un seul Victor Misol, même s'il y en a trois. Un premier Victor Misol, un Victor Misol dépressif, et un troisième Victor Misol qui est un véritable ludion, une sorte d'homme revenu de tout, ressuscité, qui trouve que la vie est absurde et qui décide d'écrire le roman que peut-être le lecteur est en train de lire in fine. Peut-être que le lecteur est en train de lire finalement le nouveau roman de Victor Misol. Et que, voilà. Donc il y avait cette idée de miroir, d'abîme, de double abîme, puisque non seulement il y a le roman dans le roman, mais peut-être que le roman qu'on est en train de lire est le roman final qu'a écrit Victor Misol, on ne sait pas. La preuve, c'est que les critiques qui sont faites par l'éditrice de Victor Misol dans le roman sont des critiques qui pourraient être faites par ma propre éditrice chez Gallimard, sur le nom de personnage, sur le fait que ça commence comme un roman noir, sur le fait que... Voilà, dans des chapitres, on n'arrête pas de critiquer le roman qui a été lu, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça évidemment très, très, très amusant, d'avoir une sorte de couper un peu aussi le pied aux critiques, de leur dire, oui, bon, c'est vrai que je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnages. Voilà. Mais en fait, Hervé Letellier, vous êtes un sacré joueur en permanence. Mais
joueur, ça j'en suis sûre, mais ce que je trouve passionnant aussi dans ce livre, c'est que passant d'un personnage à l'autre, d'un chapitre à un autre, il y a vraiment des moments où on a envie de rire et on vous accompagne dans l'humour dont on va parler aussi, parce que c'est extrêmement important chez vous, ça on l'a compris. Mais il y a aussi beaucoup de moments d'émotion et moi je trouve ça très impressionnant comme ça, ce passage effectivement d'un clin d'œil à un texte qui va être un texte tragique, comme d'apprendre qu'on est gravement malade. Vous vous mettez dans des états différents quand vous écrivez ou vous êtes toujours le même, puisqu'on parle sans arrêt du double dans ce livre? En fait, le fait d'écrire un chapitre vous plonge dans une situation différente. Je ne peux pas écrire le chapitre sur les morts successives de David Markle sans être très affecté par la mort de David Markle et sans pouvoir. Enfin, je n'ai pas dans ces moments-là envie de rire du tout. Donc, au moment où j'écris la mort de David Markle, il n'y a pas de quoi rire, quoi. Et idem, lorsque je décris les violences qui sont faites à la petite fille, je n'ai pas envie de rire non plus. Quand je décris les assassinats d'homosexuels au Nigeria, pas du tout envie de rire non plus. Donc, comme j'ai besoin de tous ces éléments qui sont des éléments de narration pour assurer à mes personnages dans une identité, dans une densité, je ne peux pas me moquer de mes personnages. Donc, au moment où ils vivent des drames, ils vivent vraiment des drames. Et ça me paraît une évidence. Et puis, j'ai heureusement des personnages qui sont des personnages comme Adrian et Meredith, des personnages comme Jodie, qui est la responsable du FBI, des personnages qui ont du recul sur eux-mêmes comme Misol, pour amener des moments d'humour. Et donc, ce sont à ces moments-là que je peux proposer au lecteur des moments de sourire, des moments de rire, tout en lui proposant simultanément des moments qui sont des moments de drame. Je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui m'intéresse dans la densité de certains romans, c'est la capacité qu'on a d'aller du rire aux larmes en permanence, et y compris dans le cinéma. Je veux dire, les moments chez Hitchcock où on est tendu et ensuite où on rit, j'aime énormément ça. Donc je pense que ça fait partie du jeu sur un roman comme L'Anomalie, de proposer toute cette gamme de sensations, de sentiments, d'émotions, parce que ça va, c'est dans la logique narrative même du roman que d'offrir toute cette gamme. Puisqu'on travaille sur les genres, il faut assumer le fait que certains genres sont des genres d'humour, comme par exemple la chick lit, dans lequel mes deux personnages d'Adrienne et Meredith n'arrêtent pas de vouloir coucher ensemble, mais n'y arrivent jamais, parce qu'à chaque fois qu'ils veulent coucher ensemble, quelque chose se produit qui les interrompt dans ce mouvement assez naturel qui les guide l'un vers l'autre, mais ils n'y arrivent pas. Soit on convoque l'un à la Maison Blanche, soit il faut qu'elle prenne un avion pour aller ailleurs, etc. Et ils se retrouvent finalement enfin dans une chambre à Venise à la fin pour coincé par les hautes eaux. Voilà, et où il peut enfin jeter sa chemise blanche que lui a offert le président Trump. Voilà. Donc, l'idée générale de scier entre les genres va de pair avec forcément l'idée de scier entre les émotions, parce qu'il y a certains genres qui sont associés à des émotions. Pour moi, le personnage de Blake est un personnage justement intéressant parce qu'il propose du noir, mais aussi une forme d'humour noir également. C'est-à-dire que c'est quand même un tueur à gages qui vend des plats végétariens à domicile, quoi. Bon, ça c'est intéressant d'avoir ce type de personnage parce que évidemment il va proposer, ne serait-ce que parce qu'il est qui il est, une forme de distance par rapport à son métier de base, quoi. Quel est son métier de base? Est-ce qu'il vend vraiment des plats végétariens ou est-ce qu'il est plutôt tueur à gages? Il oscille entre les deux. C'est un bon psychopathe, comme il faut. C'est bien de scier entre les deux, comme tout écrivain. Est-ce que pour vous, ce livre n'est pas aussi un livre politique? Il y a glissé ou affirmé aussi des éléments qui ne sont pas des éléments ni de pur romanesque ou de fantaisie ou de personnage. Il y a aussi quelque chose dont vous avez envie de parler. Ben, en fait, ce roman permet de parler de tout. C'est-à-dire qu'il permet de parler à la fois de l'omnipotence des multinationales qui sont capables de mener des procès contre
des individus qui sont néanmoins malades d'un produit qu'elle fabrique. Donc, il y a une société qui s'appelle, il ne faut pas que je me trompe de nom, mais c'est une sorte de... Si on regarde bien comment c'est construit, je crois qu'on arrive à Monsanto. Hein. C'est Valdeo. Valdeo. Donc, Val pour Mont et Santo et Deo. Voilà, donc c'est construit comme ça. Donc, il y a évidemment une réflexion par rapport disons, vraiment à l'omnipuissance des multinationales. Il y a une réflexion aussi sur le réchauffement climatique, mais qui est comment dire, aujourd'hui sous-jacente à toute la réflexion sur le monde. On va quand même un peu droit dans le mur et il y a une sorte de déni généralisé. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de faire de montrer à quel point l'être humain est un être de déni, c'est-à-dire un être capable de ne pas accepter le réel et à trouver toujours des biais, on appelle des biais cognitifs, pour essayer d'éviter de se poser les bonnes questions. Donc là, évidemment, le parallélisme est assez facile, c'est que les gens sont dédoublés, donc ça voudrait dire que si on est dédoublé, eh ben peut-être nous sommes dans une simulation, et donc si dans une simulation, il faut tout changer pour éviter que nos actes finissent par entraîner de manière logique. Il n'y aura pas de sauveur, quoi. Personne ne va sauver personne. On va juste se détruire nous-mêmes. Donc, il y a un parallélisme possible avec la manière dont on traite le réchauffement climatique. C'est-à-dire, on le traite d'une manière totalement en refusant de voir comment nos comportements individuels et comment l'absence de régulation par les États et par ceux qui les dirigent vont nous emmener à une situation de réchauffement de 3 degrés d'ici une trentaine d'années, on ne sait pas. Donc, il y a de toute façon tout livre, tout roman qui aborde des questions sociales ou des questions sociétales ou des questions, ce qui est le cas de ce roman, puisque en fait il y a 9 personnages, donc il y a 11 personnages, donc tous ces personnages sont confrontés à des situations politiques. À chaque fois, on ne peut pas éviter de poser les questions que se posent ces mêmes personnages. La question des religieux, par exemple, la confrontation entre toutes les opinions religieuses pour expliquer ça, c'est un moment qui m'a demandé de rencontrer beaucoup de religieux pour arriver à l'écrire, parce que je ne voulais pas caricaturer les positions. Lorsque j'ai écrit le roman sur les sciences, j'essaye, sur la dimension scientifique de la situation auquel ils sont confrontés, je suis aussi beaucoup documenté. Donc, dès qu'on commence à se documenter, on commence à s'inquiéter, forcément, et puis la logique était quand même d'avoir un roman, tout comme il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnages, beaucoup de questions qui sont posées simultanément. Les 2 principales qui sont posées, tout de même, c'est celle du réchauffement et celle peut-être des biais cognitifs, la manière dont nous sommes en tant qu'espèce incapables d'accepter de modifier nos comportements. Comment la sérotonine domine de très 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 loin la dopamine, quoi, en quelque sorte. Pour reprendre le titre d'un roman. C'est aussi un magnifique roman de voyage et de confinement, parce qu'on est à la fois enfermé dans un avion et on voyage énormément. Vous avez su utiliser la société actuelle de manière très fine, Hervé Letellier. Ouais, ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que j'avais écrit ce roman, rappelons-le, a été écrit en 2019. Et puis on a été confiné en 2020. Donc c'est vrai qu'une des raisons du succès de ce roman, c'est aussi qu'il fait voyager. À un moment donné où, de manière contradictoire, on était tous coincés chez nous avec des distanciations sociales, je proposais de voir plus de personnages dans un roman que ce qu'on avait le droit d'avoir à table, déjà, et d'aller à New York, d'aller à Lagos, d'aller à Mumbai, d'aller en Chine, donc de faire un roman planétaire. J'avais envie d'un roman planétaire, c'est-à-dire que dès le départ, je concevais ce roman comme un roman qui se passait dans le monde entier et qui permettait de voyager et d'avoir des odeurs, d'avoir des couleurs, des chaleurs. Ça m'intéressait que lorsqu'il va à Mumbai, il sorte de la climatisation de l'hôtel pour rentrer dans la chaleur de la ville de l'ancien Bombay, de Bombay. Ça m'intéressait lorsqu'on était aux États-Unis d'avoir l'ambiance new-yorkaise et l'ambiance d'une base américaine, donc de faire des voyages. Parce que pour un écrivain, il n'y a pas que le lecteur qui voyage, hein. Nous aussi on voyage en écrivant ça. Et c'est un plaisir absolument énorme de pouvoir écrire un livre où on décrit Lagos sur un chapitre complet, alors qu'on n'y est jamais allé, qu'on n'y ira sans doute jamais. Et c'est merveilleux de pouvoir le faire aussi en le faisant avec des outils techniques
c'est-à-dire en prenant un logiciel enfin un site sur lequel on se balade dans les villes et où on se rend compte qu'on peut vraiment le faire. Et il y a une partie, je dois avouer, autant ça m'est déjà arrivé de faire de décrire des villes en utilisant le guide bleu, ce qui n'est pas bien, autant maintenant ça m'arrive d'utiliser des sites de déplacement urbain pour voir des villes où je ne suis pas, de manière à pouvoir en parler de manière réaliste, sans avoir pour autant à me déplacer, à faire le voyage, à prendre des notes. On se débrouille très bien autrement. Et ça permet de faire beaucoup, beaucoup de villes en très peu de temps. J'ai même pu aller dans la cité impériale avec une voiture Google, je ne sais pas comment ça peut être possible, mais on peut donc faire ça. Et pour ma part, je trouve que c'est un outil de création assez formidable. Et ça serait dommage de s'en priver. Donc c'est vrai que c'est un roman planétaire et que c'était un plaisir avant tout pour moi. Et tant mieux si pour le lecteur aussi ça l'a été. Mais pour moi, c'était un vrai plaisir de me déplacer dans des endroits où je ne suis jamais allé. Et de les inventer, de leur créer une atmosphère et véritablement de les voir, quoi. En vous écoutant, je me dis que ce livre, il arrive, vous l'avez écrit après avoir écrit beaucoup de livres. C'était le bon moment. Il correspond aussi à une expérience d'écrivain pour arriver à celui-là plutôt qu'à un autre. Maintenant que vous êtes une grande personne, vous pouvez l'écrire plus facilement. Ben, ça doit être vrai, quoi. Je n'y ai pas réfléchi avant de l'avoir fini en ces termes-là, mais je ne me vois pas écrire un premier roman de cette nature. Peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des jeunes écrivains qui sont capables de ce genre de travail tout de suite. Moi, je l'ai écrit après un bon nombre de romans et je ne suis pas persuadé que j'aurais osé autrement. J'aurais peut-être d'ailleurs pas osé si j'étais pas membre de l'Oulipo. Si, d'une certaine manière, ça m'autorise à faire n'importe quoi, être membre de l'Oulipo. Et ce livre, il avait un côté un peu n'importe quoi, c'est-à-dire je mets des dizaines de personnes, je mets beaucoup de personnages, je me déplace dans le monde entier, je propose une expérience de pensée un peu farfelue, mais néanmoins je la traite avec le plus grand sérieux, je propose de réfléchir en disant qu'elle est vraiment vraie, je mets un roman dans le roman, enfin, il y a toute une série de choses qu'on peut évidemment s'autoriser si c'est ses premiers romans, mais que c'est plus facile de faire si ben, on se dit et alors, j'ai 64 ans, 63 ans, je vais le faire. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a pas d'importance. Et en plus, il faut se souvenir que c'est un roman que j'ai écrit en le proposant à Karina Ossine à un moment donné où je suis encore chez Lattès. Le roman n'est pas prévu pour être dans la collection blanche de Gallimard. Donc il y a aussi une réception du roman qui est une esthétique de la réception, comme on dit. On ne reçoit pas de la même façon un roman quand il est publié chez POL, chez Gallimard, chez Lattès, au Castor Astral. Il y a toujours une réception un tout petit peu différente. Et là, le fait qu'il a été publié chez Gallimard, dans la blanche, fait de l'objet lui-même une totale bizarrerie dont j'ai conscience. C'est pas qu'il y a des choses... c'est pas que ça soit très très normé dans la blanche, il y a un peu de tout dans la blanche, mais le fait qu'il soit dans la blanche, ça fait une sorte d'alignement des planètes en termes de bizarrerie. Et je pense que ça a servi le livre d'être dans cette collection, où je suis très heureux d'être, hein, par ailleurs, mais une fois de plus, il n'a pas été calibré pour être dans cette collection-là, il a été calibré pour pour faire ce que je voulais, absolument ce que je voulais. Et c'est un vrai plaisir d'écrivain de pouvoir faire ce qu'on veut. Et je suis persuadé, alors c'est peut-être une bizarrerie de dire ça, qu'on est plus libre après avoir écrit beaucoup de livres qu'au premier. Le premier, on se conforme à des idées qu'on se fait peut-être de la littérature ou de ce qu'on est soi-même comme écrivain. Là, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. Et peut-être que ça se voit, peut-être que c'est aussi parce que ça se voit que j'ai fait ce que j'ai envie de faire, que je me suis amusé, que ça a rencontré son lectorat assez rapidement. Je ne parle pas de l'effet Goncourt qui évidemment a fait exploser les ventes, mais déjà au bout d'un mois et demi, 2 mois, le livre
fonctionnait pas si mal. Et je pense que c'est à cause de ce plaisir que moi j'avais eu à l'écrire, et qui transparaissait dans les pages. Enfin, j'espère que c'est ça. Mais alors justement, vous avez, avec ce Goncourt extraordinaire, où les ventes sont sur un très long terme, des ventes exceptionnelles, vous voilà libre d'écrire ce que vous voulez. Est-ce que finalement, ça va pas être le contraire? Est-ce que vous vous dites pas, eh bien maintenant, bon sang, qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais revenir à des textes courts? Est-ce que je vais continuer à écrire? Est-ce que je dois écrire à la comédie humaine maintenant? Non, non, mais d'abord, il y a très objectivement très peu de chances qu'un succès comme le concours soit renouvelable pour moi. Donc, je profite de ce moment qui, sans doute, est unique dans ce qu'on appelle une carrière. Parce que, voilà, je pense que je vais pouvoir continuer à écrire les romans que j'avais envie d'écrire avant. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Là, je travaille sur des pièces de théâtre. La prochaine chose qui va paraître, ça sera des textes courts. Ça sera sans doute une réédition très très augmentée des comptes liquides qui m'avaient valu de recevoir le prix de l'humour noir il y a des années. Donc ça serait une chose très augmentée avec un dessinateur, sans aucun doute. Non, je ne pense pas que ça va beaucoup altérer mon travail. Il n'y a aucune chance de faire le fils de l'anomalie ou le retour du fils de l'anomalie. Donc, ce qui pourrait peut-être être intéressant pour moi, c'est de regarder les personnages que j'ai pu créer et de me dire, est-ce que je ferais un Blake? Est-ce que j'aurais envie d'écrire un Blake? Ça, oui, ça pourrait m'amuser. Ou est-ce que j'ai envie d'écrire les aphorismes de Victor Misol, de les réunir et de faire les aphorismes de Victor Misol? Mais ça, c'est ça du jeu. En fait, je pense que j'avais une grande liberté déjà en étant à l'Oulipo de faire ce que je voulais, de publier des livres comme ceux que vous avez cités, les Jocondes, les Amnésiques, qui finalement sont des sortes de curiosas, enfin des bizarreries, quoi. Je ne pense pas m'arrêter de faire des bizarreries. Je pense que c'est dans ma nature et qu'il ne faut surtout pas que je veuille faire systématiquement des romans parce que j'ai connu le succès avec un roman. Je pense qu'au contraire, la liberté que j'obtiens désormais m'autorise à faire absolument ce que je veux. Et que c'est qu'en faisant ce que je veux que je ferai de bons livres. Enfin, si on commence à se conforter à l'idée qu'on a un lecteur qui attend quelque chose de vous, c'est fini. Ce qu'il faut, au contraire, c'est dire à son lecteur, tiens, j'ai fait un nouveau livre, tu vas voir, il est différent du premier, il est différent des autres, mais il devrait te plaire. C'est un petit peu ce que... quand les gens aujourd'hui me disent, qu'est-ce que je peux lire de vous? Parce que ça m'arrive souvent, parce que 90, enfin, je n'exagère pas en disant que 90% des gens qui ont lu l'Anomalie n'ont jamais rien lu de moi avant, forcément. Quand on a un livre qui va se vendre à 1 million d'exemplaires, puisqu'on est à peu près sur cette trajectoire-là, et que moi, j'ai jamais vendu un livre à plus de 40 000 exemplaires en France, ça veut dire que c'est 25 fois plus. Donc, ça veut dire que beaucoup de mes lecteurs me disent, qu'est-ce que je veux lire de vous? Et en général, je leur dis, lisez Toutes les familles heureuses, parce que ça n'a rien à voir, que c'est un récit familial. Oui, enfin, il y a des points communs, mais c'est un récit familial dans lequel il n'y a aucun travail, entre guillemets, romanesque, il y a un travail d'écriture et il y a un travail de recherche de vérité. Alors que dans l'Anomalie, il y a un travail inverse qui est un travail de recherche de fiction, de fictionnalité maximale. Mais fondamentalement, c'est la même personne qui ont fait les deux. Donc, la même personne qui a fait les deux. Donc, en leur disant, lisez un récit familial, je leur offre la possibilité de voir que les auteurs sont pas toujours des gens qui font le même livre. Il y a des auteurs qui font toujours le même livre, et c'est très bien, mais il y a des auteurs qui font jamais le même, et c'est aussi très bien. Et moi, je suis plutôt dans cette catégorie à être incapable de refaire le même livre. Donc, le prochain, ça sera sans doute un texte court, et puis je m'interroge, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que d'une certaine manière, en le disant, ça me pousse à me trouver l'énergie pour le faire. J'aimerais faire un roman historique. Voilà. Un roman qui, en tout cas pas historique, dans le sens où je ne veux pas raconter l'histoire d'une personne célèbre ou d'un roi ou d'un empereur romain, mais j'aimerais placer mon histoire à un moment de l'histoire de l'humanité qui se trouverait entre le 4e et le 6e siècle, entre le 3e et le 6e siècle. Bon. Alors, à force de le dire, je vais finir par me sentir obligé de le faire, et c'est un peu pour ça que je le dis.
Eh bien, merci. Continuez à nous étonner, Hervé Letellier. Merci d'être avec nous, d'être resté avec nous pour cette fête du livre de Bron, même si vous êtes un petit peu plus loin que ça. Et merci beaucoup pour l'Anomalie. Merci pour les autres livres aussi. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir.